Le 6 Bien. juin. J'appelle Patrick Lermusio pour la deuxième communication sur l'importance et l'utilisation de l'éco-Doppler péropératoire et pourquoi cette technique est-elle peu utilisée malgré tous les apports et tous les avantages qu'elle procure. Patrick? Ça marche. Messieurs les académiciens, mes chers maîtres, Monsieur le Président, c'est un plaisir d'être aujourd'hui ici pour vous parler d'une technique assez récente qui est l'éco-Doppler péropératoire. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors l'action de Doppler opératoire, est-ce qu'un gadget coûteux, plus je dirais, en abo, ou est-ce que c'est un outil indispensable? Et je vais essayer de vous démontrer qu'il s'agit d'un outil indispensable. Alors pourquoi cet éco-Doppler? Tout d'abord pour réaliser des ponctions. Alors pour ponctionner une artère, on n'a pas besoin d'éco-Doppler. Mais quand l'artère n'est pas battante, parce qu'il existe une thrombose en amont, la ponction devient difficile. Pour des artères de petit diamètre, la ponction est difficile. Et pour des artères de petit diamètre non battantes, comme l'artère pédieuse sous une thrombose de l'artère fémorale, la ponction devient pratiquement impossible. On peut aussi utiliser l'éco-Doppler pour faire des angioplasties sans utiliser les rayons X et donc sans injecter d'iode. Et pour certaines équipes, on le verra même en consultation. On peut contrôler les pontages et aussi la chirurgie carotidienne. Et puis, il y a une grande indication dans la chirurgie des varices. La chirurgie des varices, je vais aller rapidement car nous n'avons pas beaucoup d'expérience. C'est une sonde qui s'appelle le Venus, qui est très à la mode à l'heure actuelle, qui va venir, c'est une sorte de bistouri électrique interne. On va donc ponctionner la veine saphène au pli du genou sous échographie. On va monter cette sonde sous échographie jusqu'à la crosse de la veine saphène et on va griller la veine saphène à l'aide de cette sonde progressivement du haut vers le bas. L'intérêt étant que le patient est ambulatoire et peut remarcher et avoir une activité immédiate ensuite. Alors pourquoi c'est compliqué de ponctionner une artère fémorale? Eh bien vous voyez dans le cas présent une thrombose, un syndrome de Leriche avec une thrombose des deux artères iliaques. Évidemment il n'y a pas de pouls fémoral et la ponction est difficile. Eh bien on va tout simplement repérer l'artère fémorale avec la sonde d'échographie et on va pouvoir réaliser la ponction. On va vérifier qu'il n'y a pas de plaque athéromateuse à ce niveau-là. On va d'abord voir l'aiguille, visualiser ensuite les plaques d'athérome comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas s'il y a une flèche. Et puis on va même voir le guide qui progresse dans l'artère. Donc on est certain de piquer directement l'artère fémorale et pas la bifurcation. Ici. Voilà. Et surtout, on est capable de ponctionner cette artère alors qu'on ne la sent pas. Juste pour vous dire que la chirurgie a évolué, que le problème des substituts prothétiques n'existe presque plus, puisque maintenant tout est devenu endovasculaire, avec mise en place d'un stent aortique, de 2 stents iliaques, et qui permettent de recanaliser en percutané ce syndrome de Leriche. Alors on peut aussi utiliser la ponction antérograde. Donc là, vous voyez, on va piquer vers le bas. Donc dans un premier temps, on repère où est l'artère fémorale. Ensuite, on va la piquer sous échographie. Là, ici, un autre exemple. Et cette ponction est parfois un petit peu difficile. Il faut piquer assez haut pour pouvoir descendre vers l'artère fémorale superficielle. Alors pourquoi ce type de ponction? Bien, vous voyez qu'ici, l'artère fémorale superficielle est complètement thrombosée. Eh bien, c'est pas grave. On va réussir à passer un guide dans la thrombose et même dans la paroi de l'artère. Donc ici, une technique qui s'appelle la technique de Bolia. Alors comment est cette technique? Vous voyez ici sur ce schéma, l'artère est totalement thrombosée, calcifiée, parfois thrombosée depuis 10 ans. On va passer dans la paroi de l'artère, dans la média, on crée une dissection, comme une dissection aortique. Et puis quand on arrive à l'artère perméable, il va falloir perforer de nouveau l'intima et réentrer, ce qu'on appelle réentrer, ce qui va être facile si l'artère d'aval est normale. Pourquoi? Parce qu'un guide ne peut pas disséquer une artère normale.
Par contre, dans ce schéma, vous voyez que l'artère d'aval est très pathologique et que le guide va avoir une tendance à rester dans la paroi, alors que nous, on aimerait bien qu'il perfore pour réentrer. Donc vous voyez notre guide qui descend sans aucune difficulté. Et ensuite, pour réentrer, eh bien, soit cette réentrée se fait spontanément. Donc ici, vous voyez que c'est un patient qui avait déjà eu un pontage fémoropoplité, il y a encore les clips. Soit, si on n'arrive pas à réentrer spontanément, on va utiliser un petit appareil, une aiguille, qui va nous permettre de réentrer. Ensuite, on va dilater l'artère et la stenter de haut en bas. Et donc, on va faire évidemment ce type d'endopontage, si on peut dire, chez des patients qui sont en situation de sauvetage de membres. On utilise de plus en plus la ponction humérale. Stéphane Hollon vous en parlera dans les endoprothèses fenêtrées, mais dans beaucoup de procédures. Pourquoi ? Par exemple, ici, on a un syndrome de Leriche de nouveau. Très souvent, quand on pique l'artère fémorale, le guide va rester dans la paroi, comme on l'a vu. Donc, on va créer une dissection de l'iliaque. Et la problématique, c'est qu'on va rester dans la paroi aortique. On ne va pas réussir à réentrer à ce niveau-là parce que l'intima est très épaisse. D'où l'idée d'arriver par le haut. Et donc, on va arriver par une sonde qui va faire le même travail et elle qui va, en général, réentrer très facilement dans l'artère iliaque. Et ensuite, on va récupérer le guide par en bas et on va continuer la procédure par le bas. Donc, vous voyez ici les deux recanalisations. Et puis, on continue la procédure par le bas avec mise en place de stent et on arrive à avoir un bon résultat anatomique. Ici, une thrombose de l'artère fémorale commune. Vous voyez au scanner des calcifications assez importantes. Eh bien, dans ce cas-là, on a essayé par voie humérale et on n'a pas réussi par voie humérale. Eh bien, il va falloir ponctionner l'artère fémorale superficielle, qui évidemment n'est pas battante, ce qui est parfaitement impossible si on n'a pas un échographe à sa disposition. Vous voyez qu'on a ponctionné à rétrograde et qu'on a pu dilater et stenter la fémorale commune. On peut faire aussi parfois des ponctions atypiques. Ici, une ponction de l'artère fémorale superficielle à mi-cuisse chez des patients qui ont déjà eu de multiples abords au Scarpa. La ponction pédieuse, eh bien, c'est quand on n'arrive pas à recanaliser une artère du haut vers le bas, c'est-à-dire de la fémorale vers la poplité, eh bien, on va en général réussir à la recanaliser dans l'autre sens. C'est une technique qui a le doux nom de Safari. On va donc ponctionner la pédieuse et remonter le guide et recanaliser l'artère à rétro. Vous voyez qu'il est absolument impossible de ponctionner une artère qui fait 2 ou 3 mm, qui n'est pas battante, puisque située sous une thrombose, si on n'a pas un échographe, ou on peut le faire aussi en scopie, mais c'est plus compliqué. On peut aussi piquer l'artère tibiale postérieure. Vous voyez que donc on a piqué l'artère fémorale en haut, l'artère tibiale postérieure, et ici la zone de thrombose, et on va réussir à passer un guide de l'un à l'autre, et on va pouvoir travailler sur ce guide, sur cette sorte de téléphérique. La voie radiale, on l'utilise maintenant un petit peu comme les cardiologues, de plus en plus souvent. Pourquoi ? Parce que la voie humérale donne quand même des complications. Là aussi, il a été montré que la ponction sous échographie donne de bien meilleurs résultats. Le problème de la voie radiale, c'est ça, c'est l'introducteur qui fait 1m20, 1m50, donc qui est difficile de maniement et qui est pas très coûteux. Et puis une communication dans le JVS qui est sous presse. Vous voyez que nos collègues américains dilatent les fistules artério-veineuses d'hémodialyse sous échographie et qu'en plus, ils ne le font plus au bloc opératoire, mais dans leur cabinet de consultation, puisque effectivement, ils n'ont plus besoin d'un environnement radiologique particulier. Alors, on peut se faire aussi du contrôle péropératoire. Pourquoi ? Eh bien, il faut évidemment contrôler les gestes vasculaires que l'on fait pour obtenir une meilleure perméabilité, puis un intérêt médico-légal. Comment on fait à l'heure actuelle, en particulier en chirurgie carotidienne ? C'est évidemment l'artériographie péropératoire, qui a quand même des petits risques. Et puis, il faut en particulier avoir un ampli toujours à sa disposition. Alors, maintenant, on s'oriente vers l'échographie péropératoire. Alors, ça pose un peu le problème de cette sonde qui n'est pas stérilisable, qu'on va devoir mettre dans un sac plastique. Et une étude récente a montré que la sensibilité était de 100%, pas tout à fait très spécifique, mais ce qui est important, c'est qu'on n'a pas de faux négatifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas raté d'anomalie, c'est ça qui nous intéresse. Donc une technique qui est très intéressante et qui évite de s'irradier. En général, on n'a pas de tablier de plomb quand on fait de la chirurgie carotidienne. Alors vous allez sûrement penser pourquoi notre collègue chirurgien vient nous parler de cette échographie. À l'évidence, c'est intéressant, c'est un petit peu venir nous parler du parachute. Quand on saute d'un avion, c'est évident qu'il faut utiliser un parachute.
Eh bien, les anesthésistes l'ont bien compris. Et ils ont fait des études sur les cathéters centraux, veineux centraux, et ils ont montré, donc ça c'est les recommandations que j'ai photocopiées de la SVAR, sur les ultrasons, et vous voyez que l'usage de l'échographie réduit, voire fait disparaître les difficultés. En cas de complications graves, l'absence d'utilisation devient très difficile à justifier. Le repérage échographique suivi d'une ponction classique tend à disparaître au profit de la ponction éco-guidée. Ben ça, c'est intéressant comme recommandation, parce que tous les anesthésistes, maintenant, dans leur hôpital, ils disent, eh ben, moi, j'ai une recommandation, j'ai besoin d'un échographe, et on leur paye un échographe. Dans d'autres pays, on a eu la même idée, alors ce soit en Angleterre, au Canada, États-Unis, même recommandation qui s'impose un petit peu à tout le monde. Alors finalement, pourquoi je suis ici? Eh bien, c'est un peu pour faire du lobbying, c'est pour faire passer le message qu'on a besoin d'une recommandation qui nous dise que l'usage de l'échographe maintenant est indispensable en chirurgie vasculaire, parce que quand vous allez voir le directeur de l'hôpital et que vous lui demandez un échographe, en général, la réponse est non. Il ne comprend pas pourquoi vous en avez besoin au quotidien. Donc, je vous remercie par avance pour votre aide. Merci. Je suis très convaincu par votre présentation magnifique, qui ouvre des champs nouveaux. Oui. Avez-vous des questions, des interventions? Monsieur Meyer? Je crois que c'est indispensable de faire des recommandations de ce type. Je pense que les chirurgiens vasculaires, contrairement aux anesthésistes, ont travaillé un petit peu chacun de leur côté et parfois plus avec un esprit de concurrence qu'un esprit de corps, et que de ce côté-là, on est en retard et que c'est très important d'avoir des recommandations de ce type. Merci. Oui, moi avant qu'il y ait une autre question, je vais te poser une question qui concerne la personne qui est au bout de l'échographe. Parce que, bon, pour repérer une artère fémorale, pour ponctionner, on a et ne réfléchit même pas à mettre les capotes qui le recouvrent pour la stérité. Je pense qu'il faut s'en servir systématiquement pour ponctionner des artères qu'on sent parfaitement au doigt, mais pour s'entraîner à la repérer, à bien la voir, parce que si on s'en sert une fois de temps en temps, on n'y arrive pas. Et pour la chirurgie carotidienne, je pense que, comme dans l'étude que j'ai montrée, il faut coupler échographie, artériographie pendant peut-être 100 procédures pour obtenir la certitude qu'on est effectivement fiable. Et je pense qu'il faut qu'on l'ait, qu'on s'en serve tout le temps. Monsieur Hureau, vous avez une question? Je ne peux que m'associer à ce plaidoyer. Compte tenu de la nouvelle gouvernance, celui qui a refusé l'échographe me paraît très attaquable après une publication comme celle-ci. Et je voudrais simplement dire que mon ami Michel Germain avait, sur ses propres deniers, introduit dans mon service d'il y a au moins 15 ans l'utilisation de l'échographie péropératoire pour ces transplants libres. Je voulais dire que l'école lyonnaise est très orientée vers cela. J'ai commencé ma carrière comme chirurgien vasculaire chez le professeur Jacques Descotes et nous utilisions l'échographie, l'écho-Doppler de manière très extensive. Il y était très favorable. En chirurgie hépatique, maintenant, en particulier la transplantation, nous l'utilisons très régulièrement. Et ça me semble un progrès très important, mais ce n'est pas tout à fait nouveau ce que je dis. Mais ça a tendance à généraliser. Et je crois que la séance d'aujourd'hui doit avoir un certain retentissement pour justement servir d'appui dans les discussions avec l'administration. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Si, oui. Des questions courtes, compliments pour votre communication. Je souhaiterais nuancer tout de même les faux négatifs au niveau du cou, car il y a de nombreuses artères, il n'y a pas que les artères carotides qu'on opère. Donc il y a quelquefois des faux négatifs pour les surveillances, entre autres, comme disait M. Hureau, des transplants. Quelques faux négatifs. Deuxième question, vous avez abordé les abords vasculaires. Avez-vous l'expérience de la surveillance post-opératoire courte des pontages vasculaires avec les sondes écho-Doppler fixées sur les vaisseaux, l'artère et la veine, qui étaient décrites par Swart aux États-Unis? Moi, j'ai aucune expérience de... Il y a eu un gros travail qui avait été fait il y a une vingtaine d'années à la Riboisière avec les échographistes pour faire des sondes qui étaient fixées sur les artères coronaires, qu'on pouvait interroger même à distance. À ma connaissance, il n'y a pas un grand développement à l'heure actuelle.
Bien. Je te remercie. Oui. Pour apporter de Dubousset. l'eau à votre moulin en tant que radiologue, en fait, l'utilisation des guidages échographiques en chirurgie vasculaire fait partie d'un mouvement beaucoup plus vaste. On utilise maintenant dans notre métier le même type de guidage pour faire les ponctions des parties molles périphériques, et les rhumatos commencent à s'y mettre. Et une autre catégorie de collègues s'y mettent aussi, ce sont les anesthésistes pour faire leur bloc anesthésique, pour aller placer directement le cathé le long du nerf. Donc il y a vraiment un mouvement général dans plusieurs spécialités qui pousse à l'utilisation de l'échographie. C'est-à-dire que les anesthésistes et même les néphrologues ont fait des recommandations et, fort de ces recommandations, ont obtenu très facilement des échographes.